Je voulais juste vous demander, en fait, parce que vous avez dit que la dislocation, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment la dislocation impacte la structure électronique. Donc, vous avez évoqué le fait que la dislocation, ça introduit des niveaux dans le bandgap. Je voulais vous demander aussi si vous avez vu, en fait, l'effet de la dislocation sur les liaisons chimiques. Est-ce que, par exemple, si on a des électrons qui sont délocalisés, introduire une dislocation, ça va localiser les électrons? Donc voilà, c'est ça qui... Bon, en fait, si j'ai bien, parce que je n'entends pas bien, Oui. Si j'ai bien compris, vous voulez savoir comment les dislocations introduisent des niveaux dans... Bon, il faudrait que je me rapproche pour que je puisse entendre. On ne peut pas tout avoir. Bon. Donc, comment les dislocations introduisent des niveaux dans le gap? En fait, de façon générale, c'est comment les dislocations impactent les propriétés électroniques. Ok. Vous avez évoqué dans un premier temps l'introduction des niveaux dans le bandgap. Et moi, l'autre question, c'est plutôt, est-ce que vous avez vu comment ça impacte la liaison chimique, la liaison électronique? Est-ce que, par exemple, si on a des électrons qui sont délocalisés, une dislocation, ça va plus localiser les électrons ou leur répartition dans l'espace, voilà. Ok. C'est bon? Oui. Voilà, merci. Bon, tout ce que vous avez mentionné, c'est des choses qu'on fait habituellement. C'est-à-dire quand on a, donc voyez ici, ça c'est le cœur de la dislocation. Donc ici le cœur il est constitué par 6 colonnes atomiques. Bon, alors les 5 colonnes qui sont là sont des colonnes atomiques avec des coordinations normales, c'est-à-dire des liaisons avec les voisins. Et cette colonne atomique-là, vous voyez bien ici, c'est une colonne qui a coordination réduite, c'est-à-dire elle possède une liaison pendante. Okay. Ici, par contre, tous les atomes qui constituent le cœur établissent des liaisons, en fin de compte. Et selon la nature de ces liaisons qui sont établies par les atomes qui constituent le cœur, ça, c'est le fait qu'il y ait une liaison pendante, le fait qu'il y ait une liaison qui est déformée, le fait qu'il y ait une liaison, ce qu'on appelle wrong bonds, les liaisons inhabituelles, ça c'est une liaison gallium-gallium. Ce sont ces liaisons-là, inhabituelles, liaisons pendantes, liaisons déformées, qui vont introduire des niveaux dans le gap. Okay. Et effectivement, s'ils introduisent des niveaux dans le gap, si vous tracez par exemple la densité de charge autour de la dislocation, vous allez trouver que c'est quelque chose qui s'écarte de la densité de charge qu'il y a dans le système massif parfait. Donc voilà, mais c'est des choses auxquelles on s'intéresse, c'est-à-dire dès qu'on a un cœur de dislocation, on s'intéresse d'abord aux niveaux qui sont induits dans le gap et on cherche l'origine de ces niveaux. Si je prends un niveau qui est situé à l'intérieur du gap, la question importante, ces niveaux-là, ils sont localisés sur quels atomes? Est-ce qu'ils sont localisés sur ces atomes-là, ceux-là ou ceux-là? Mais c'est des choses qu'on fait. Malheureusement, je n'ai pas préparé des slides dans ce sens, mais je peux vous montrer par la suite. J'ai ça sur mon portable, si vous voulez. Voilà, merci bien. Merci Bad. Il y avait du suspense dans ton histoire, puisqu'il fallait atteindre la fin pour comprendre un peu. Bon. Donc si j'ai bien compris, le fait d'irradier avec des électrons ton échantillon fait que des dislocations disparaissent quelque part. Oui. Donc est-ce que ça améliore les caractéristiques de tes dispositifs, ou bien ça peut créer des défauts ponctuels qui, eux, vont ensuite... parce que l'irradiation doit créer des défauts, non? Voilà. Et puis, quelle est l'énergie de tes électrons? Voilà, des électrons 100, 200 kV. Bon, ici, voilà. Je pense que je l'ai mentionné quelque part, c'est 300... si, je pense que je l'ai mentionné quelque part. Ah, voilà. 300 kV. C'est tout en bas ici. Je sais pas si c'est la partie invisible. C'est la partie invisible. C'est 300 kV. Bon, effectivement, c'est une excellente question. C'est que la particularité de ce phénomène qu'on a observé dans GAN, c'est qu'en fin de compte, vous démarrez de plusieurs dislocations et par observation par bombardement électronique, par irradiation électronique, vous enclenchez la réaction inverse d'une dissociation.
Et du coup, vous réduisez le nombre de dislocations. Oui. Bon, je vais juste dire quelques mots. C'est que ce phénomène-là, le RADG effect, c'est-à-dire le mouvement des dislocations sous radiation électronique, il a été déjà observé. Il a été étudié en détail dans le cas du carbure de silicium, silicon carbide. Donc, le carbure de silicium, c'est un matériau qui est utilisé dans les dispositifs électroniques à haute puissance. Voilà. Mais dans le cas du carbure de silicium, au lieu d'avoir une diminution du nombre de dislocations, vous avez une multiplication des dislocations. C'est-à-dire, au lieu que les dislocations se rapprochent, elles vont se repousser. Et ça, c'est vraiment un problème pour les gens qui travaillent sur le carbure de silicium. Okay? Donc, ça conduit à la dégradation. Dans notre cas, effectivement, ça explique peut-être pourquoi les dislocations ne sont pas, peut-être, ou entre autres, pourquoi les dislocations ne sont pas aussi nocives dans le nitrure de gallium. Ça peut aussi donner une idée, si vous voulez, par exemple, il suffit juste de prendre votre échantillon, de l'exposer à un faisceau électronique, et du coup, vous réduisez le nombre de dislocations. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Bon, est-ce que ça améliore les caractéristiques, enfin le rendement? Non, mais bien sûr que ça améliore. Si ça, vous bien dites, sûr, ça n'a pas été. Moi, je ne le sais pas, je n'ai pas fait de mesure directe. Mais si vous réduisez la concentration de vos dislocations, le nombre de vos dislocations, nécessairement, vous allez améliorer les performances de vos dispositifs électroniques. Si vous ne créez pas d'autres défauts. Oui. Si vous ne créez pas d'autres défauts. Bien sûr, bon, il faudrait que... C'est pour ça que vous avez posé la question sur l'énergie de votre faisceau électronique. Oui, effectivement. Bon, il faut faire attention, tout simplement. Voilà. Merci. J'ai une petite question. Merci, Ahmed. Au sujet des calculs DFT, oui, je me posais la question sur la robustesse de la simulation. Si on utilise une fonctionnelle plus sophistiquée que la LDA, qui ouvre le gap, oui, et qui réduit les interactions liantes entre atomes, oui, est-ce que cela change beaucoup ou pas? Voilà, merci. Je vais juste mettre le slide qui reprend un peu... voilà. Donc, en fin de compte, donc nous avons fait des calculs au niveau LDA. Donc, au niveau LDA. Bien sûr, professeur Bouskin souligne le problème classique relatif inhérent à la DFT, c'est qu'on n'arrive pas à reproduire le bon gap. Le bon gap dans... Bon. Mais pour nous, utiliser une LDA, utiliser une GGA ou tout autre fonctionnel standard ne va pas améliorer, ne va pas changer grand-chose. On va toujours avoir... Bon, si on veut améliorer l'évaluation du gap, il faut aller vers des fonctionnels hybrides ou la GW. Bon, nous avons d'autres alternatives. Je pourrais dire un mot par la suite. Mais bon, le problème, c'est qu'on a des systèmes. Le système que vous avez là-bas, ça contient 500 atomes. Donc, si vous allez vers une fonctionnelle hybride ou une méthode sophistiquée qui permet d'améliorer le gap, vous ne pouvez jamais traiter votre système. Néanmoins, dans tous les résultats que j'ai présentés ici, je ne me suis pas intéressé à la position exacte des niveaux d'énergie. J'ai juste parlé de dispersion. Est-ce qu'il y a une forte dispersion ou il n'y a pas de forte dispersion? Bien sûr, bon, c'est un problème qui est là. Bon. Mais je ne pense pas, pour le cas de GAN, parce qu'il possède un large gap de 3,4, que l'effet de la fonctionnelle peut avoir un impact important, du moins ce que je sais. Maintenant, cette histoire-là, parce que personnellement, j'étudie les dislocations dans les matériaux nitrures, le problème du gap, il est plus sévère dans le cas de INN, tout simplement parce qu'INN possède un très faible gap de 0,7 électronvolts. Si vous faites un calcul DFT, vous allez obtenir un gap qui est égal à 0. Donc, pas moyen d'étudier les propriétés électroniques. Bon, il y a une alternative qui a été proposée par Van de Walle. Elle consiste tout simplement à modifier le pseudo-potentiel lors de la génération, de telle sorte est-ce que vous arrivez à reproduire le bon gap. Donc, c'est une méthode qu'on utilise dans mon groupe, disons, pour étudier des cas où vraiment le gap, on a besoin de reproduire un gap exact. Voilà. Merci.
Alors, selon ce que j'ai compris, si on utilise ce n'est pas une bonne idée d'utiliser la microscopie à transmission électronique pour caractériser les échantillons, puisque ça manipule en fait. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on devrait utiliser pour caractériser les dislocations intrinsèques? Oui. Ça, c'est un cas vraiment particulier. Ça n'a jamais été observé. On était les premiers à avoir observé ce phénomène-là. Donc, depuis toujours jusqu'à maintenant, jusqu'à l'instant T, la microscopie électronique, elle a fonctionné de manière parfaite. Bon, maintenant, à partir de là, il faut faire attention à l'énergie du faisceau électronique qu'on est en train d'utiliser. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Par exemple, les microscopistes qui travaillent avec moi, à partir de maintenant, s'ils observent des dislocations partielles de Shockley, ils vont faire très très attention à l'énergie du faisceau électronique, pour de telle sorte à ne pas enclencher leur mouvement. Mais la microscopie électronique reste un outil robuste pour observer les dislocations, même dans GA1. Une autre question, si je peux. Alors, ce que tu as discuté jusqu'à maintenant, c'est les dislocations dans des systèmes à 3 dimensions. Oui. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur des systèmes à 2 dimensions, et je me demande, est-ce que ce genre de travaux ont été effectués sur des systèmes à genre TMD, surface je n'ai pas bien saisi. Alors là, tu as dit. Parce qu'en fin de compte, dans un échantillon, donc vous avez la surface, elle est comme ça, la dislocation, elle est perpendiculaire. Oui, alors là, vous avez un système à 3. Tu as un système à 3 dimensions avec une dislocation qui est un défaut linéaire. Mais tu peux avoir aussi des couches de graphine, de TMD, donc des systèmes à 2D. Ça génère beaucoup. Je sais qu'il y a des dislocations qui ont été étudiées dans le graphène. Dans le graphite. Donc le graphite, vous avez un empilement de plomb, et à un certain moment, vous pouvez avoir une faute d'empilement. C'est-à-dire, vous avez 2 plans comme ça, infinis, et à un certain moment, vous avez un demi-plan de graphène, parce que qui doit s'insérer. Et là, vous créez une dislocation. Donc, ce sont des systèmes, je pense que Malcolm Heggie a étudié ça. Donc, ce sont des choses qui ont été étudiées. Mais aussi, du fait que vous parlez de dimensionnalité, les dislocations sont étudiées habituellement dans des systèmes tridimensionnels. Bidimensionnels, il y a certaines études qui se sont faites. Mais là, maintenant aussi, on a un engouement vers à une dimension. La dislocation, c'est un défaut qui est à une seule dimension. Qu'est-ce qui se passe si vous prenez cette dislocation et vous la mettez dans un nanofil, dans un nanowire? Quel serait l'impact? C'est-à-dire, vous avez le nanowire, il est là, en son centre, il y a une dislocation qui est infinie. Donc ce sont des problématiques qui sont intéressantes. Ce sont des systèmes plus ou moins exotiques, mais qui captent de l'intérêt de nos jours. Une dernière question. Aziz. Bonjour à tous. Premièrement, je vous remercie pour votre exposé. Ma question c'est quelles sont les propriétés que vous voulez améliorer ou optimiser par la dislocation des matériaux neutres? Ok, merci. Alors, dans le cadre de ce travail-là, en fin de compte, on n'a pas essayé d'améliorer ou voir l'impact des dislocations sur les propriétés. Donc, nous avons juste observé les échantillons, nous avons vu qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe, et nous avons essayé de le comprendre et de l'expliquer. Ok? Maintenant, si je parle de dislocation dans l'absolu, les dislocations, ce sont des défauts qui apparaissent lors de la croissance. Ce sont des défauts que vous ne pouvez pas éliminer. Donc, ils sont inhérents à la croissance. Alors, s'ils sont présents dans les échantillons, eh bien, ça va impacter les propriétés de ces derniers. Il va modifier la bande interdite, il va introduire des centres de recombinaison non radiative,
pas mal de choses. Donc, généralement, quand on parle de dislocation, il y a l'aspect négatif qui ressort directement. Okay. Mais pas que. Les dislocations, bien qu'ils sont des défauts, peuvent aussi être utilisés de manière bénéfique. Ok? Bon, je vais vous donner un exemple rapidement. Il y a ce qu'on appelle le phénomène du gathering. Bon, si vous prenez une dislocation, vous la mettez dans un cristal, la dislocation va créer autour d'elle un champ de contrainte. Ce champ de contrainte, qu'est-ce qu'il a la particularité de faire? Si vous mettez une impureté quelque part, elle va être attirée vers la dislocation. Et quand vous êtes dans une technologie, quand vous travaillez dans la technologie des semi-conducteurs, par exemple, vous avez besoin d'échantillons qui sont très très purs pour procéder au dopage, par exemple. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre échantillon de silicium, par exemple. Si on veut le purifier, qu'est-ce qu'on fait? On crée une zone où il y a une forte concentration de dislocation. Ces dislocations-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attirer toutes les impuretés qui sont dans l'échantillon. Ils vont se concentrer dans cette zone. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre échantillon et vous allez le couper. Et vous allez avoir un échantillon qui est pur. Donc, le message que je voudrais faire passer, c'est que les dislocations, ce sont des défauts. Ils ont des points négatifs, mais ils ont aussi des points positifs. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc on passe à la deuxième. Merci à vous. Je vous remercie.